Et je vous l'annonçais, une nouvelle rubrique, c'est une tribune sociale que nous vous présentons. C'est d'ailleurs le premier numéro aujourd'hui avec le professeur Doji Amouzovi que nous recevons avec tout un bonheur. Bonsoir professeur. Monsieur le journaliste, bonsoir. Bonsoir aux amis téléspectatrices et aux amis téléspectateurs. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être sur ce plateau ce soir. En tout cas, ils sont bien nombreux à être heureux de vous voir sur notre plateau. Vous êtes sociologue. Je rappelle, vous êtes directeur scientifique du laboratoire de recherche religion, espace et développement, l'ARED en abrégé, de l'université d'Abomey-Calavi. Déjà, puisque l'actualité l'oblige, nous parlerons de la pandémie du Covid-19. Mais avant, vous allez nous expliquer cette tribune sociale intitulée « L'imparfait du présent pour qu'advienne le plus que parfait du futur ». Merci beaucoup, je vous remercie. Je voudrais déjà dire toute mon admiration et tout mon respect pour le travail que vous faites au quotidien pour nous informer le Bénin, l'Afrique et le monde de l'information juste et précise qui servent le développement. Je dois vous tirer un coup de chapeau. Merci. Et toute l'équipe qui travaille à ETL au quotidien. Alors, nous avons démarré côté ensemble cette tribune sociale pour que les réflexions sur les faits sociaux puissent être menées dans un sens non pas de donneur de leçons, pas dans un sens normatif, mais nous avons estimé que la marche du monde, la marche du Bénin, l'évolution des sociétés béninoises aujourd'hui laisse entrevoir un certain nombre de défis à relever, un certain nombre d'imperfections. Et ces imperfections du présent, nous allons en parler, nous allons les décrypter, nous allons les analyser et au besoin faire quelques propositions, quelques suggestions, initier le débat, l'introduire, lancer le débat pour que chaque téléspectatrice et chaque téléspectateur chez lui à la fin puisse réfléchir afin que le plus que parfait du futur puisse arriver. Si on met le doigt sur l'imparfait du présent, on pourrait ouvrir la porte au plus que parfait du futur. Donc la phrase c'est l'imparfait du présent afin qu'advienne le plus que parfait du futur. Et c'est des faits de société d'ici et d'ailleurs que nous allons essayer d'écumer, d'exhumer, d'analyser, de sous-peser ensemble pour que la marche, le vivre ensemble soit beaucoup plus harmonieux et porte le développement de notre pays. En tout cas, je ne trahirai aucun secret en disant que c'est des thématiques aussi intéressantes que variées. En tout cas, vous aurez du plaisir à suivre le professeur Doji Amouzovi sur notre plateau, sur votre émission Le Grand Soir. Aujourd'hui, nous parlerons des mesures prises, ou du moins de la politique de gestion de la pandémie du Covid-19 par les gouvernants actuels, donc par le gouvernement du président Patrice Talon. Aujourd'hui, nous dénombrons 54 cas confirmés, 27 personnes guéries, un décès et des personnes bien évidemment sous traitement. Comment voyez-vous la politique de gestion du gouvernement du Bénin? Je ne sais pas si à la place qui est la mienne, je peux apprécier. Mais je voudrais parler avec humilité et aussi avec beaucoup de respect au regard de ce que je vois. Comparaison n'est pas raison. Mais depuis que cette histoire est partie de la Chine, que nous écoutons au quotidien les milliers et des dizaines de milliers de morts que cela entraîne dans les pays plus développés que nous, dans des pays qui ont plus de moyens que nous, dans des pays qui sont beaucoup plus au fait du progrès, au fait de la modernité que nous, et que dans le Bénin, que nous voulons grand, que nous voulons révéler au monde, nous comparons les chiffres qui sont les nôtres avec ceux d'ailleurs, nous ne pouvons que nous rendre compte que la riposte, la réponse, la réflexion, les actions menées depuis la découverte du premier cas, bien avant, oui. Et depuis la découverte du premier cas jusqu'à aujourd'hui, sont des dispositifs, des modalités, des mécanismes tout à fait opérationnels, tout à fait productifs, parce que si nous en sommes encore
à 54, à 54 avec un seul décès et une trentaine de guéris. C'est la preuve que ceux qui sont aux commandes avec le commandeur en chef, le président de la République, réfléchissent jour et nuit, travaillent jour et nuit pour contenir cette pandémie, pour que ça n'ait pas raison de nous. La grande question sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, oui, c'est de savoir, est-ce que nous retournons toujours, est-ce que le peuple, est-ce que la population retourne toujours la manivelle à toutes ces dispositions qui sont mises en place, qui sont prises. Ce sont des mesures sensées, ce sont des mesures adaptées et des voies beaucoup plus autorisées que les miennes, des voies des institutions qui ont pignon sur rue, des voix des personnes qui sont davantage au fait du phénomène, ont déjà décerné le satisfecit au gouvernement, à tout le Bénin, notamment au gouvernement pour les mesures qui sont prises. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il faut maintenir le cap, il faut aller davantage, oui, parce que on n'a pas encore déclaré la fin de cette épidémie. Tout à fait. Et puisque vous parlez de mesures prises par le gouvernement, dans la sous-région ou du moins dans quelques États en Afrique, et d'ailleurs on parle de confinement, chez nous on a parlé de cordon sanitaire, il y a un certain nombre de mesures, aujourd'hui encore la chloroquine qui est subventionnée, sur prescription médicale bien évidemment, il y a de ces mesures qui sont prises. Quelles sont ces dispositions prises par l'État béninois qui vous ont marqué, qui vous ont touché véritablement? Moi, je dois dire que d'abord et avant tout, la toute première mesure, le fait que le génie béninois, que l'intelligence béninoise n'est pas allée dans le sens du confinement. Parce que si on avait décrété un confinement pur et dur, les conséquences, les implications sociales, les implications économiques, les implications politiques, même les implications religieuses, je ne suis pas sûr, et le président de la République l'a rappelé à maintes reprises, je ne suis pas sûr que nous puissions tenir. Et vous venez de dire encore en rappelant le titre du matinal que dans le contexte béninois, les mesures qui sont prises sont très adaptées, sont très efficaces. Nous n'avons pas parlé de confinement parce que est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que l'économie béninoise, est-ce que la société béninoise, nous sommes suffisamment calés pour tenir un confinement? Après analyse, on a décidé d'un cordon sanitaire. Et quand vous voyez, ce n'est pas figé. Les autorités suivent à la minute ce qui se passe, l'évolution, suivent les réactions des populations et du premier cordon sanitaire, on a élargi et maintenant nous sommes, je crois, à 12 communes. À 15 communes. On était à 8, c'est maintenant, on est passé à 15. On est passé à 15 et un arrondissement. Très bien. Ça signifie que à chaque fois, on déplace les pions pour mieux contenir. Et lorsque nous parlons de cordon, on se rend compte que oui, l'économie a pris un coup, mais un léger coup. Un coup que, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de tenir, de supporter. On n'a pas encore frôlé la catastrophe et catastrophe ne peut pas avoir lieu tant que les chiffres que nous sommes en train de constater sont ceux que nous avons après des mois de gestion de cette pandémie-là. Si le cordon sanitaire, c'est pas si, tel qu'il a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, oui, non seulement nous sauverons les meubles, au-delà des autres mesures qui sont prises, qui rentrent dans l'information au quotidien, dans toutes les langues, oui, qui rentrent dans le refus de regroupement, des premières dans notre pays, où on demande à ce que les cultes, les mosquées, les différents lieux de culte, on puisse les interrompre pour le bonheur du peuple. Ce sont des choses qui sont bien pensées. Et vous, sociologues, quand on parle d'enterrement encore, où on dit 10 personnes au plus, dans l'intimité familiale, distanciation d'un mètre au moins. J'ai un parent très proche de moi qui est mort du Covid en France et quand
mes parents sont allés, ils n'ont pas eu le temps ou la possibilité d'enterrer leur corps. C'est pas une vitre, une baie vitrée qu'on leur a montré qu'ils ont reconnu le corps, que un numéro a été donné et que on dit bien après, à la fin de la pandémie, on ira leur montrer où est-ce que le corps a été enterré, etc., etc., etc. Autre temps, autre lieu, autre mœurs. Ici, les mesures qui ont été prises tiennent compte de notre histoire, tiennent compte de notre culture, tiennent compte de notre société et tiennent compte de la réalité. On dit, oui, vous avez le droit de donner le dernier hommage, de faire le dernier hommage, d'accompagner votre défunt, celui qui vous a quitté, votre parent, oui. Mais vous réduisez le nombre. Vous observez les mesures, les gestes barrières et on n'a pas interdit que les enterrements se fassent, mais on a réduit le champ pour pouvoir réduire le spectre et pour pouvoir réduire la facilité de la contagion ou de la contamination. Je crois que c'est des décisions réfléchies qui sont en phase avec la société. Il reste maintenant, comme je le disais, oui. Qu'un travail ou que le travail se poursuive pour que la société puisse être en phase avec les dirigeants qui ont pris cette décision. Justement, les implications sociales. Les implications sociales. Les implications sociales sont importantes. Je viens de dire, c'est la toute première fois qu'on interdit pour les besoins de la cause, oui. Que le dimanche, on aille célébrer son Seigneur, qu'on se réunisse pour faire telle ou telle autre cérémonie, tel culte, etc., etc., et ça se comprend. Il faut que ça se comprenne davantage. Ces implications sociales, j'ai discuté avec beaucoup de dignitaires, j'ai discuté avec beaucoup de personnalités religieuses, j'ai discuté aussi avec beaucoup de fidèles, beaucoup de personnes. Et globalement, il y a deux types de perceptions qui émergent. Oui. Il y a un premier type de perception qui estime que c'est une première, que c'est vraiment sur la rupture, etc., etc., qu'il faut nous empêcher de faire ci, qu'il faut nous empêcher de faire Y, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller louer, magnifier ou adorer le Seigneur le dimanche, ou faire leur cérémonie, ou se rassembler. Ça, la première catégorie. Cette catégorie, lorsque vous finissez de discuter, lorsque vous expliquez, lorsque vous ouvrez un certain nombre de cas, que vous évoquez un certain nombre de problèmes, ils finissent par comprendre. Donc, on le veuille ou non, il y a encore des poches d'incompréhension, il y a des poches de banalisation, il y a même des poches d'incrédulité. Et c'est en cela que... Parce qu'il y a de ces fausses conceptions qui sont... Il y a un travail d'intoxication sur lequel il faut tout de suite aller et ne pas se décourager, parce que on entend 1001 choses, oui. Déjà au Bénin. On entend également 1001 choses venant de l'extérieur. C'est pour cela que les voix les plus autorisées, les voix assermentées, les voix qui savent, ceux qui savent de quoi il est question, que ce soit ces voix-là qui se fassent entendre plus que ceux qui intoxiquent, plus que ceux qui racontent tout et son contraire. Dans cette même lancée, oui. Il y a la deuxième perception, ceux qui estiment que oui, le danger est réel, les mesures prises sont de bonnes mesures. Ces gens-là, il faut qu'ils aident le gouvernement, ils aident chacun de nous, ils s'aident eux-mêmes à ce que les 10 millions d'âmes que nous sommes au Bénin et plus, peut-être nous puissions comprendre et prendre conscience pour que ça devienne un réflexe, les gestes barrières. Les mesures qu'on nous recommande. Je ne vous le cache pas, je suis parti hier de Calavi jusqu'à Akpapa. Et j'ai rencontré, selon les quartiers, des comportements différents, rien que sur le port de masque. Le cache-nez. Oui. Le gouvernement a rendu obligatoire le cache-nez. J'étais avec mon frère dans le véhicule et puis nous avons traversé de Calavi jusque-là. Selon les quartiers, systématiquement, 8 personnes sur 10 portent le masque. Nous avons observé cela dans Calavi, nous avons observé cela dès que nous rentrons dans Porto Novo et dans Cotonou. Mais dans certains quartiers dans Cotonou,
nous avons observé que 8 personnes sur 10, sinon 10 sur 10 sont regroupées quelque part, mais personne ne porte le masque. Toujours dans ce même coton, je me dis, mais il y a quelque chose qui se passe. On a rendu obligatoire le port de masque. Ou bien c'est l'incrédulité, ou bien c'est l'ignorance, ou bien c'est une sorte de défiance. Mais non, je ne pense pas que ce soit une sorte de défiance, mais c'est les effets des intoxications. Lorsque vous entendez dire non, ça ne peut pas venir chez nous, c'est bien sûr là. Lorsque vous entendez, il suffit de prendre un verre de talocpémie, un talocpémie de Strabi, etc., etc. Si ces intoxications prennent le pas sur le discours réel, sur la bonne information, les implications sociales ici seront difficiles et le nombre tout de suite va grimper. Pour le moment, nous contenons le nombre. Ça, c'est le pendant Covid. Mais le après-Covid. Justement, venons-en à l'après-Covid. Très bien. Le après-Covid doit se penser maintenant aussi. Nous ne devons pas faire face simplement à la pandémie, à la pandémie sans déjà commencer par projeter et après, qu'est-ce qui va se passer? Le monde, le Bénin ou la société ne peut plus se retrouver au lendemain de cette pandémie comme il était la veille. Beaucoup de choses changeront. Et moi, je pense que les implications sociales iront même jusque dans une certaine monitoring, dans un certain accompagnement pour que le refus de se réunir pour célébrer les cultes puisse être compris et que à ce niveau-là aussi, un certain nombre de choses puissent se corriger. Parce que le confinement se comprend aisément dans une société qu'on pourrait appeler une société individualiste. Oui. Nous sommes plutôt communautaires. Oui. Si je vous salue que je ne vous serre pas la main, c'est pas encore ça. Mais aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas complet. Bon, je suis privé de ça pour la bonne cause. C'est des choses sur lesquelles il faut aller au lendemain. Sur le plan économique, il y a un certain nombre de secteurs économiques qui sont frappés de plein fouet par les mesures qui sont prises. Oui. Il va falloir que déjà on puisse aller au-devant de cela pour que, en sortant de la pandémie, en sortant de cette crise sanitaire, une crise sociale, une crise politique, une crise économique ne prennent pas la place. Et c'est donc ça l'après. Et pour que cet après l'apprenne, les dispositions, les mesures qui aujourd'hui sont déjà prises ont besoin d'être internalisées, ont besoin d'être complètement comprises. Et les populations ont besoin de se les approprier. Ce n'est que à ce niveau. Et pour qu'elles puissent se l'approprier, il faut davantage de communication. Et puis de communication ciblée. Très bien. Merci, professeur Dogia Mouzouvi. Nous aurons, je sais que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir aller en profondeur. En tout cas, nos téléspectateurs ont retenu ce qu'il faut retenir. Et donc, l'observance des gestes barrières, on doit penser également à l'après-Covid. En tout cas, nous aurons toujours du plaisir à vous recevoir puisque l'imparfait du présent, cette rubrique, vous nous aiderez à pouvoir l'animer sur l'émission Le Grand Soir. Et donc, bonne suite de soirée à vous. Merci beaucoup. Donc, on dira que dans ce présent-là, il est imparfait de ne pas respecter les gestes. Très bien. Pour qu'advienne plus que parfait du développement dans le futur, il faut que les gestes barrières et les mesures prises par le gouvernement soient respectées par chacun et tous. Très bien. Sociologue, directeur scientifique du laboratoire de recherche Religion, Espace et Développement, l'ARED de l'Université d'Abomey-Calavi. Bonne suite donc de votre émission puisque vous suivrez dans quelques instants seulement le journal du soir qui sera présenté par Brunel Mérine. Adé aussi.